Je suis très émue de vous parler. Et ce que je voudrais dire, bon, vous avez entendu que je suis la fille de Castor, même l'aînée des 4 enfants. Et on m'a demandé de parler de quelque chose. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de parler de mon père, mais pas de mon père comme image légendaire, mais de mon père comme homme. Et donc, je vais essayer d'abord de vous dire ce que papa aurait dit s'il était là à ma place. Alors, il aurait dit comme ça: ah, je vous aime tous tellement, c'est vraiment chic. Et puis, je suis vraiment fière, étonnée et fière qu'après 100 ans, les EI existent encore et même continuent à faire la même chose que j'ai fait au début. C'est vraiment extraordinaire. J'aurais jamais pensé à ça. J'aurais jamais cru que ce serait comme ça. Alors, merci d'être ce que vous êtes. La première chose, merci que vous êtes EI, merci que vous avez été EI, merci que vous avez continué mon message. Je pense que c'est ce que papa vous aurait dit. Et moi, je reviens à moi et je voudrais parler surtout de mon père, non comme une légende ou comme une image, mais qui il était en réalité, sa personnalité réelle et proche. Et à partir de ça, peut-être comprendre comment a-t-il réussi, premièrement, à faire les EI, à les développer dans sa vie, et deuxièmement, comment se fait-il que son message ait continué des années après lui? Alors c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc, je voudrais parler de la personnalité de Castor. Et donc, un petit peu avec des yeux d'enfant, puisque j'ai été sa première fille, et je me rappelle de lui, mettons, depuis l'âge de 3-4 ans. Alors, quelle était la faculté principale de papa? À mon avis, sa faculté principale, assez extraordinaire et très rare de nos jours, c'était qu'il comprenait l'autre. Il n'était pas du tout fixé sur lui-même. Il écoutait l'autre, il comprenait l'autre, il sentait l'autre. Ça pouvait être l'autre, une personne, ça pouvait être un groupe, ça pouvait être même un grand groupe. Quand il y avait quelqu'un qui venait ou prendre conseil, ou alors dans des discussions de la direction des EI, il voyait non seulement son côté à lui et sa vue à lui, mais il voyait aussi le côté de l'autre, le côté qu'est-ce qui les amène à penser comme ça, qu'est-ce qui les amène à dire comme ça, et pourquoi ils sentent les choses différemment de moi, et tenait compte de cela. Alors, cela a causé que les gens venaient très souvent prendre conseil avec lui, et que finalement, dans les grandes discussions, par exemple, de la direction des EI, à ce moment-là, on ne les appelait pas EIF, on les appelait EI, mais je pense que tout le monde comprend que c'est la même chose. Et donc, il y avait souvent des réunions de la direction, ou bien le Conseil national de chefs, où on parlait surtout de la direction que le mouvement prendrait, et des choses plus importantes, moins importantes. Et en général, c'était sa vue à lui qui était acceptée, parce que les gens avaient confiance en lui. Pourquoi avaient-ils confiance en lui? Parce qu'ils sentaient qu'ils étaient compris. Alors que très souvent, chacun reste dans les discussions, chacun reste sur son point, sur ce qu'il pense ou ce qu'il veut, et n'entend pas vraiment l'autre côté. Alors ça, c'était vraiment sa première grande qualité. Deuxième grande qualité, c'est qu'il était quelqu'un qui avait très bon cœur, et que son cœur était très souvent celui qui dirigeait. C'est-à-dire ce qu'il sentait,
quand il voyait la détresse de quelqu'un, la difficulté de quelqu'un, il était toujours là pour essayer d'aider, pour essayer de réparer, pour essayer de faire la paix, pour essayer... Enfin, j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs. Alors, j'ai raconté dans mon livre que pendant la guerre, il y avait plusieurs groupes dans le sud de la France qui, comme on sait, enfin, il y avait des groupes agriculteurs, il y avait des maisons d'enfants, etc. Et tous avaient des directions qui étaient faites de chefs et souvent il y avait des discussions et des malentendus, etc. Et ce que papa faisait surtout, c'était de voyager entre groupes et groupes pour faire la paix. C'est ce qu'il faisait. Et en général, il arrivait toujours parce qu'il faisait comprendre à l'un ce que l'autre voulait. Et alors finalement, tout le monde comprenait et finalement, tout le monde faisait un compromis. Alors, ça venait de sa faculté de comprendre l'autre. Et non seulement de comprendre, mais sentir l'autre. Alors ça, c'était sa deuxième faculté. Sa deuxième faculté, en fait, c'était qu'il croyait à ses idéaux. Ce n'est pas quelqu'un comme les politicards qui vous racontent des tas de choses et en fait, ce qu'ils veulent, c'est leur bien à eux. Ce n'était absolument pas comme ça. Il se sentait plus petit que ses buts, plus petit que son idéal. Donc lui, quelquefois, il ne pensait même pas à lui-même. Il pensait à une idée ou à un projet. Et alors, quand il avait comme ça une idée ou un projet, alors il s'enflammait, il était enthousiaste. Je veux dire, son projet, son idée, ce qu'il voulait faire, on le mangeait, on dormait avec, enfin on vivait avec, on n'entendait plus rien parler, rien que de son projet. Alors, je sais que maman a raconté plusieurs fois, même quand c'était au point de vue de son métier, parce qu'à part les EI, il avait un métier, il était ingénieur du son, ingénieur radio en fait, mais il s'appelait ingénieur du son, et il avait des nouveaux appareils qu'il inventait, des nouvelles techniques, etc. Il pouvait réveiller maman au milieu de la nuit. J'ai trouvé la réponse. Ah, tu sais, je vais faire ça. Dire, ah oui, bon, tu pourrais peut-être me laisser dormir jusqu'à demain matin. Bon, alors voilà. Alors c'était comme ça, à tel point, il s'emballait d'une chose, alors il n'y avait plus que ça. Pourquoi? Parce que quand il s'emballait, c'était sa personnalité elle-même. Il était tellement proche de son idéal, de son idée, qu'il s'oubliait lui-même. C'est pas lui qui était important, c'était l'idée, c'était l'idéal. Et quelqu'un comme ça, il est capable d'enflammer les autres pour des bonnes idées, pour des bonnes choses. Et c'est comme ça que je crois qu'il a réussi, pendant la guerre, pendant l'occupation, pendant la Shoah, il a réussi à transformer un mouvement scout, c'était un mouvement en fait de loisirs pour jeunes, en organisation de travail secret contre les Allemands pour sauver le plus possible de Juifs, surtout de jeunes et d'enfants. Et tout son mouvement, sans s'en rendre compte, s'est transformé en quelque chose d'autre chose qui était beaucoup plus important, beaucoup plus utile que de sortir faire des camps dans la campagne. Alors ça venait du fait qu'il était tellement persuadé de son idée que l'idée finalement était acceptée par tout le monde, par tous ses élèves ou ses disciples même. Alors maintenant, je voudrais raconter un petit peu deux choses sur papa. D'abord, premièrement, qu'il avait très bon cœur. J'ai dit avant, et qu'il travaillait avec son cœur. Alors, donner un petit exemple, tout petit exemple, mais pour dire, voilà, comment il était. Alors, après la guerre, nous avons emménagé dans l'école d'Orsay qu'il avait ouvert, et on a habité là-bas quelques années. Et c'était dans un faubourg à Orsay, petite ville tout près de Paris, et l'endroit où on était, c'est un joli château, pas un grand château, un petit château, qui était à peu près à 20 minutes à pied de la gare. Et pour ça, il y avait une grande allée, la rue Saint-Laurent, là où était l'école d'Orsay,
Et il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien du tout de la gare. Il fallait venir à pied ou en auto. Alors un matin, il a un rendez-vous important à Paris, toujours au point de vue de financer son école d'Orsay qui n'avait pas vraiment de dos financière. Alors, il sort en auto et au milieu du chemin, il voit deux vieilles dames qui avancent péniblement dans la rue Saint-Laurent pour aller. Et il reconnaît, ce sont deux cousines de ma grand-mère Noémie qui étaient avec nous un certain temps à Orsay et qui voulaient lui rendre visite. Et elles marchaient doucement. Et, bon, c'est pas facile, c'est des vieilles dames. Il arrête l'auto, il fait demi-tour et il les ramène en auto jusqu'à là. Alors, tu vas être en retard, tu vas peut-être louper ton rendez-vous, tu vas peut-être... Est-ce que c'est? Non. Comment je peux laisser ces vieilles dames marcher à pied aujourd'hui? Comme ça, il fait chaud, c'est très dur. Impossible. Impossible. Alors ça, c'était papa. C'est-à-dire, son cœur, souvent, avait même le dessus quand le cerveau aurait dit c'est pas le moment maintenant, tu rates ton truc, et qui sait quelles seront les conséquences de ça. Non, on ne peut pas laisser des vieilles dames marcher à pied. Voilà. Un petit peu pour nous les gosses, quand on était petits, de temps en temps, papa nous donnait son temps qui était très, très, très cher, parce que entre le travail et les EI, il ne restait pas grand-chose. Mais quand même, de temps en temps, il nous donnait un dimanche ou quelque chose, et il nous emmenait en général en balade, dans le bois ou tout ça. Je ne me rappelle plus exactement où c'était. Un beau jour, il nous dit, voilà, je vais vous apprendre à faire bouillir de l'eau dans une feuille de papier. Quoi? Bouillir de l'eau dans une feuille de papier? Oui, on peut faire bouillir de l'eau dans une feuille de papier. Alors, il sort de son sac une feuille pas très grande, genre papier dessin, il commence à la plier comme ça, et ça fait finalement une petite boîte avec un côté à peu près de 5-6 cm. Et on avait allumé un feu, bien sûr, et sur le feu, il y avait une grille, et on pose ça sur la grille, et paf, tout s'étale, et l'eau éteint le feu, et il n'y a plus rien. Waouh! Il dit, bah, c'était peut-être parce que j'avais pas assez bien plié le papier. Voilà, c'était son histoire. Il a pris sur lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas le genre à dire, c'était que vous avez fait bouger. Non, c'est lui qui était le fautif. Il avait aussi cette chose extraordinaire, c'est de s'accuser lui-même au lieu d'accuser les autres. Ça a été très très fort après la guerre, quand il s'est rendu compte, il était blessé, il était allongé, et on a réalisé combien de chefs ayant été déportés sont morts en déportation, ceux qui sont tombés au maquis, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa a presque fait une déprime parce qu'il se sentait responsable de la mort de tout cela. Alors que la mort, c'était les Boches qui les avaient tués. C'est pas lui qui... Au contraire, il a réussi que par lui soient sauvés au moins 10 000 jeunes en France. C'est pas quelque chose. C'est une petite chose. Alors, non, il se faisait... Si j'avais fait autrement, si j'avais fait comme ça, si ça, c'est lui. C'est lui qui était coupable. Jusqu'à que ses adjoints et tout ça viennent le remonter, lui expliquer que ça n'a rien à faire, que ça n'a rien à faire avec toi, etc. Bon, au bout d'un certain temps, il s'est remis. Voilà. Mais parce que lui, au lieu d'accuser les autres, comme la plupart des politiciens, il s'accusait lui-même pour les fautes ou les défauts. Alors, voilà. Dernière chose, ou avant-dernière, dernièrement, on a découvert quelque chose d'intéressant, un papier qu'il avait écrit avant d'être convoqué avec d'autres chefs, d'autres dirigeants de la communauté juive, chez le chef de la Gestapo, Brunner. Et il ne savait pas ce qui se passerait. Alors il avait écrit, ou le même jour, ou la veille, je ne sais pas quand, pour faire passer un moment, une petite lettre où il disait, voilà, je ne sais pas du tout si à la fin de la réunion, on sera envoyé à Auschwitz ou on sera libéré, on nous laissera libres. Alors si jamais on me prend, voilà ce que je voudrais te dire,
que d'abord que tu ne te fasses pas trop de bile parce que je crois que je suis assez en forme pour revenir même de là-bas. Deuxièmement, que si jamais je ne reviens pas, eh ben, je te demande de te remarier parce que je ne veux pas que tu restes seul. Alors bon, je suis tout à fait d'accord que tu te remaries, au contraire, c'est ce que je te demande. Et troisièmement, voilà, alors pour les EI, alors il faudra évidemment que tu leur demandes de prendre quelqu'un d'autre qui dirige, alors je propose un tel et un tel. Alors donc, nouveau, à qui il pense? Il pense à sa femme, à son avenir, aux EI. Il ne dit pas « Oh, ce que j'ai peur, c'est terrible ». Non, rien du tout de ça. Non, je pense que je pourrais revenir. Alors ça c'était lui, ça c'était ta façon de voir les choses. Voilà, alors maintenant, un petit peu sur ce qui s'est passé avec les enfants, avec nous les 4. Alors on était 4, notre frère Daniel, on l'a perdu il y a bientôt 3 ans, et on peut dire qu'on est les fruits de papa, parce que papa, à part qu'on ait ses enfants, et peut-être qu'on lui ressemble, j'en sais rien, mais on a en tout cas réalisé dans notre vie le pluralisme qu'il prêchait. Il prêchait le pluralisme, et bien nous, on est une famille tout à fait pluraliste, et on est quand même resté une famille, ce qui est assez extraordinaire. Alors, Élie, vous avez entendu parler de lui, vous l'avez vu qu'il a en fait dédié sa vie à la défense d'Israël. Et Myriam, ma sœur, eh ben, elle va aussi parler, elle a parlé de maman, mais pour parler d'elle, elle a passé sa vie à essayer de défendre le plus faible contre le plus fort. Elle a toujours œuvré pour aider ceux qui étaient piétinés par les plus forts. Alors c'est ce qu'elle a fait presque toute sa vie dans tous les rôles qu'elle a eus, dans tous les entourages, elle a toujours défendu le plus faible. Et Daniel, qui n'est plus là, eh ben, il a essayé de changer le monde en bien en étant un trotskiste fervent et actif. Et moi, eh ben, j'ai été portée à me retourner, à me raccrocher à la tradition ancestrale et essayer de trouver une façon d'être juif pleinement et par ça faire du bien au monde. Parce qu'on dit qu'Israël doit être hors la Umot, hors la Goïm, ça veut dire être la lumière des peuples, et Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Mamlechet Kohanim, c'est ceux qui enseignent aux autres, et Goy Kadosh, un peuple saint. Alors, c'est ce que nous, on essaye de faire. Chacun essaye de réaliser un idéal tout à fait différent, mais quand même le même, ce qui est d'améliorer le peuple juif, le sort du peuple juif et d'améliorer le monde en général. Et ça, c'est notre pluralisme. Et comme c'est un pluralisme familial, eh ben, il continue à être famille. Voilà, merci beaucoup. Les 7 ans, c'est l'âge où on s'enthousiasme de beaucoup de choses. Et c'était juste à l'époque, après l'époque de l'histoire de l'Exodus. J'avais pris cette histoire très à cœur. Et j'avais décidé que si je pouvais, eh ben, moi j'irais en Israël pour aider ce pays à devenir indépendant et à se bâtir. Et ça c'était vraiment mon idée. Et comme papa avait toujours persuadé les autres à laisser leurs enfants venir aux EI et faire des camps, à faire des tas de choses dont les parents avaient peur, il n'a pas pu me refuser d'aller seul en Israël à l'âge de 17 ans. Maintenant, si vous êtes intéressé à en savoir plus là-dessus, je vous conseille, ce n'est pas moi qui devrais vous conseiller, mais je vous conseille quand même de lire mon livre « La fille de Castor » qui raconte en détail et ce que je vous ai dit et beaucoup plus, et mon histoire personnelle de mon Ali à 17 ans et tout ce qui s'est passé pendant la guerre, tout ça, ça m'a pris assez longtemps à l'écrire, mais finalement, je crois que je l'ai écrit d'une façon le plus
honnête possible et le plus près de ce qui s'est passé, parce que je l'ai vécu, et je l'ai vécu déjà à un âge où on comprend les choses. Donc, ceux qui sont intéressés à en savoir plus, La fille de Castor, merci beaucoup.